Bon, bon. Je suis pas en avance. Hier, vendredi, j'étais chez un couple d'amis japonais, donc pas d'enregistrement bien évidemment. Et là, aujourd'hui, mon fils refusait de pioncer. Donc, 21h15 au moment où je commence à enregistrer le menu, plus le montage derrière. On va essayer de faire un truc assez court, assez ramassé, parce que là, sinon, je suis pas couché. Et vous voyez, je suis tout ébouriffé parce que mon fils a pris l'habitude pour s'endormir de passer sa main dans mes cheveux à répétition. Et du coup, ça ressemble plus à rien au bout d'un moment. Mais bon, que voulez-vous? C'est comme ça. Quoi qu'il en soit, heureusement, cette semaine encore, comme la semaine passée, un peu moins quand même, on est sur un menu assez léger, assez hypocalorique, et du coup, ça va me permettre, j'espère, d'aller assez rapidement. Du coup, sans plus tarder, pardon, on va s'orienter vers les parties habituelles, à savoir les entrées et les plats et desserts, par ordre croissant d'intérêt subjectif, mais aussi un peu objectif quand même, des campagnes. Vous allez voir, cette semaine, encore une fois, il n'y a que deux desserts, même on pourrait dire un et demi, parce qu'en réalité, il y en a une campagne qui est une localisation d'un projet qui a déjà vu le jour par le passé en anglais. C'est déjà un gros indice, donc c'est en fait un semi-dessert, plus un autre qui lui pour le coup m'a pris un peu par surprise. Je l'ai vu arriver il y a 3-4 semaines à peu près, avant la campagne, mais je pensais pas qu'il ferait un si gros score. Du coup on va voir un petit peu ce dont il retourne. Du coup on est parti. Bon d'ailleurs, je ne remarque ça que maintenant, mais bon, ça y est, je ne suis plus au boulot, donc hein, je peux faire mon philosophe, hein, et déboutonner un petit peu la chemise, merde. Du coup, le premier projet, la première entrée de la semaine, il s'agit de Dogfighters 1949. On est dans une sorte d'Uchronie, j'ai l'impression, puisqu'on nous place dans une sorte de bataille aérienne entre la Prusse, qui n'existait déjà plus déjà en 1949, et l'Angleterre, avec du combat aérien mais également naval, vous le voyez ici, avec des tuiles de terrain en 3D, des extensions pour Dogfighters, ce qui veut bien dire que Dogfighters était un jeu préexistant, a priori. C'est le 11e projet de Markus Geiger, ça nous vient d'Allemagne, ce qui veut dire que théoriquement c'est moche, mais bon, c'est un stéréotype, c'est pas toujours moche les jeux allemands. Et oui, vous pouvez arriver ici, Dogfighters, on l'avait traité il y a quelques temps sur le menu, dans une entrée, encore une fois, un projet assez mineur, qui avait fait combien d'ailleurs, juste par curiosité, combien de backers à l'époque? 542 quand même, c'était pas rien. On s'oriente vers un truc un peu plus léger hein, pour Dogfighters 1949, puisque 5 jours avant la fin de la campagne, on n'est qu'à 63 contributeurs, autrement dit, il se prend un petit peu un Mawashigali au niveau de la trachée. Hein, donc ça se passe pas super. En même temps, bon, j'imagine que vu le matériel, ça doit être assez cher aussi. Bon, après, ça reste du wargame, relativement classique, mais avec du beau matos malgré tout, ce qui ça est assez peu classique pour le coup dans les wargames. Donc, pas inintéressant. Je suis curieux de voir pourquoi ça bide autant. Peut-être parce que c'est assez cher. J'avoue que le manque d'intérêt pour les wargames a fait que je me suis pas trop penché sur son cas. C'est vrai que le premier pledge est déjà à 75 €. C'est vrai qu'effectivement, c'est pas donné. On peut monter assez haut, j'ai l'impression. Ouf là, oui, il y a des 849, 999. Ouais, ça peut monter assez haut. Mais bon, si vous êtes amateur de beau matériel et de wargame, pourquoi pas se pencher sur le cas de Dogfighters qui, avec 63 contributeurs seulement, est déjà quand même à 20 000 € d'engrangé. Ce qui veut bien dire que le niveau de pledge est assez conséquent. Un soupçon de placement d'ouvriers, beaucoup de pick-up and deliver, c'est un petit peu les mécanismes qui sont mis en avant dans Au Chemin, qui est très mal romanisé, puisqu'en fait, enfin romanisé non, qui est très mal retranscrit en japonais, puisque ici vous pouvez voir la lecture japonaise, et ça se prononce Au Chemin, et non, ce n'est pas chemin, c'est bien chemin. Donc bon, pas doué les gars, pas doué. D'autant plus que Au Chemin, ça veut rien dire en français, en réalité. Hein, j'imagine qu'ils ont voulu dire voie d'eau, certainement, ce qui n'aurait pas été beaucoup plus sexy hein, pour un titre de jeu, soyons honnêtes. Mais bon, au Japon, les titres en français, ça fait classe. Bon, c'est plutôt cool pour nous d'avoir une langue qui sonne bien. Mais du coup, quand on retranscrit ça et qu'on repasse ensuite par des francophones, ben, Au Chemin, c'est pas terrible. Quoi qu'il en soit, Au Chemin, c'est le premier projet, sur Kickstarter en tout cas, de Sweeworks, qui nous vient donc de Fukuoka, dans le sud du Japon. C'est pas leur premier jeu, hein, c'est leur premier
projet Kickstarter, mais ce n'est pas leur premier jeu. C'est un jeu pour 3 à 4 joueurs, pour des parties de 60 à 80 minutes, donc relativement facile à sortir, et c'est pour 14 ans et plus. Pour l'instant, à 7 jours de la fin de la campagne, on est sur 140 contributeurs, ce qui pour un premier projet qui n'a pas beaucoup de marketing, on l'a vraiment pas vu passer avant l'arrivée de la campagne, et pas si ridicule, 10 000 euros d'engrangés, 140 contributeurs, on peut espérer d'ici la fin de la campagne atteindre, je sais pas, quelque chose comme 250, 300, ce qui serait pas ridicule. En plus ça, vous le voyez, on est sur un jeu relativement joli, et pas aussi minimaliste qu'on a l'habitude de le voir sur les projets japonais. On n'est pas non plus au niveau de production, bien sûr, d'un éditeur comme Uchiba Koya, qui est vraiment un petit peu le maître au Japon de la qualité de production. Mais c'est pas vilain, ça a une assez belle présence sur table, rien que pour ça, et parce que c'est japonais, pour soutenir un peu, je me verrais bien le baquer. En plus, bon, j'aime bien le placement d'ouvriers, bien évidemment, le pick-up and deliver, ça peut être bien quand c'est bien foutu, donc pourquoi pas. Pour le reste, on passe assez rapidement, je vous ai passé en gros les mécanismes principaux du jeu, en plus on a des éléments de composants en screen print, donc avec l'aspect sérigraphié sur les tokens, ce qui est plutôt cool également. Pour le How to Play, vous pouvez passer brièvement dessus, mais on est dans les entrées de la semaine, donc je ne vais pas trop passer de temps dessus, bien évidemment, mais vous aurez donc différentes phases d'action au travers de 4 tours de jeu, avec les différentes ressources que vous pourrez transporter d'un point A à un point B, le fameux Pick Up and Deliver, ensuite vos workers, les fameux placements d'ouvriers, qui vont être aussi une composante assez importante du jeu. Voilà, c'est relativement intéressant. Il y a encore une fois des noms francophones, ou qui ont l'air francophones, mais qui n'existent peut-être pas. Je vois Arjo, Coreux, ça me dit rien du tout. Ou alors c'est peut-être pas du tout en France, je ne sais pas, ce sont peut-être des vrais lieux dont j'ignore l'existence. Hermois, ça me dit rien du tout. Bon, en tout cas, c'est plutôt joli, c'est plutôt bien produit pour un projet japonais. Je me demande s'il n'y a pas un petit peu de connexion d'ailleurs avec Uchiba Koya, parce que les composants screen print sont quand même assez proches de ce que l'on voit chez Uchiba Koya en règle générale. Donc ouais, plus le temps passe, plus je m'intéresse Au Chemin, malgré le titre un petit peu étrange, vous en conviendrez. Pour ce qui est des pledges, on a le standard pledge à 39,60$, plus shipping bien sûr, et ensuite on a un deluxe qui s'accompagne d'une mini extension Prosperity, plus un playmat, est-il en néoprène ? Allez savoir, plus des pièces de métal pour remplacer le carton bien évidemment, donc le tout pour 62,70$, voilà, plus les frais de port bien évidemment, vous l'imaginez. J'ai juste allé checker si pour la deluxe c'est un néoprène, playmat, on ne sait pas, c'est pas écrit néoprène, mais a priori, comme là on est sur un plateau de base, c'est probable quand on nous dit playmat que ce soit du néoprène. Donc on peut l'imaginer, mais bon, à vérifier. Peut-être dans les FAQ, je sais pas, on peut aller voir un peu plus bas, il y a peut-être non, il n'y a pas de détails là-dessus. Éventuellement la FAQ, mais là j'ai la flemme, ce n'est qu'une entrée, on va pas passer trop de temps dessus. Voilà donc pour Au Chemin, 140 contributeurs 7 jours avant la fin de la campagne. Parmi la tétrachier de Roll & Write en print and play sur Kickstarter chaque année, voici venir Roll With It Modern Series. C'est la deuxième itération de cette série chez Humble Board Games, qui en est à son 5e projet sur Kickstarter. Le précédent, c'était Roll With It Fantasy Boxed Set, qui n'avait pas financé. Donc voilà, il nous arrive avec un second épisode, après un premier épisode qui n'a pas financé, c'est un peu osé, mais pour le coup, celui-ci a financé, avec un seuil de financement assez ridicule, on va encore venir assez rapidement, c'était même pas 100€ de seuil de financement, donc bon, évidemment c'était très simple à financer. 515€, 59 contributeurs, 12 jours avant la fin de la campagne, vous vous en doutez, 59 contributeurs, 500€, ça veut bien dire ce que ça veut dire, c'est qu'on est sur un jeu vraiment très abordable aux alentours de 5€ le pledge, et c'est vilain. Voilà. Est-ce que c'est allemand ? Non, c'est pas allemand, vous voyez, je suis un petit peu langue de prostitute. Non, c'est pas beau, mais bon, après, les Roll & Write, c'est pas forcément leur beauté qui les fait connaître principalement, mais bon, il y en a quand même des bien plus attrayants visuellement parlant que ce Roll With It Modern Series, qui du coup, si on s'en réfère à son nom, devrait avoir une allure un peu plus moderne, justement, ce qui n'est pas tellement le cas. Mais bon, au moins, c'est pas très cher. 59 contributeurs, donc 515€ de financé, c'est donc financé pour l'instant, 12 jours avant la fin de la campagne, donc voilà, si vous n'êtes pas trop regardant sur l'aspect visuel,
pourquoi pas, c'est peut-être le meilleur run and write de l'histoire, mais probablement pas quand même. En vrai, celui-là, j'aurais bien aimé le placer dans les plats principaux, parce qu'il est quand même relativement intéressant, mais son score, actuel en tout cas, m'a poussé à le placer plutôt dans les entrées de la semaine. Il s'agit de Northania Collapsing World, qui en fait avait déjà connu une première campagne sur GameFound à l'époque, qui n'avait pas financé, et qui en plus était sous un autre nom, que j'ai oublié d'ailleurs. Nyx l'avait mentionné dans sa vidéo, mais j'ai oublié le titre d'origine, mais ça s'appelait pas Northania à l'époque. Quoi qu'il en soit, je viens de le dire à l'instant, mais oui, Nyx en a fait une vidéo de présentation, donc ça va aller très très vite, je vais pas avoir besoin de parler beaucoup de Northania, qui est un jeu de dudes on a map, comme on dit en la sphère anglophone, à savoir des contrôles de territoire, de confrontation, de factions sur un territoire donné, avec des meeples plutôt classe pour le coup, avec différentes factions asymétriques, c'est pour 2 à 4 joueurs. Pour l'instant, on est à 140 contributeurs, 19 jours avant la fin de la campagne, presque 9000 € d'engrangés. C'est pas ridicule, mais je pensais que Northania ferait bien mieux quand même, parce que il est plutôt joli, et il y a quelques petites choses par-ci par-là qui sont relativement intéressantes. Par contre, c'est vrai que c'est un jeu un petit peu long, 2 à 4 joueurs, 120 minutes à 150 minutes, donc 2h30 à 2h30, c'est un petit peu long. Mais on est donc sur un territoire qui va être amené à être différent d'une partie à l'autre en fonction de l'agencement des tuiles, et surtout ces tuiles vont parfois être submergées par les eaux, et ça aussi c'est relativement intéressant de voir ce terrain qui va venir évoluer au cours de la partie. Pas de livret de règles en français, mais pour le reste, le jeu est 100% language independent, donc que vous parliez français, espagnol ou quel langage sorti d'outre-mer je pourrais vous sortir, ouzbek. Voilà. Ce serait pas un problème. Il suffit de comprendre les règles en anglais ou en allemand si vous êtes germanophone, après tout, pourquoi pas, pour pouvoir jouer au jeu. Donc voilà, sachez-le, même s'il n'y a pas les règles en français, a priori, si une personne du groupe parle la langue de Shakespeare ou de Nietzsche, pourquoi pas, ça passe. Voilà, pour le reste, donc je l'ai dit, un contrôle de territoire, un dudes on a map, avec une map qui va justement, elle, venir évoluer de partie en partie, et puis surtout, d'une partie à l'autre, ce ne sera pas le même agencement de tuiles, donc vraiment une grosse rejouabilité de ce point de vue-là. 69 €. C'est un petit peu dispendieux, certes, mais on est sur un jeu avec une qualité de production relativement sympatoche, avec des jolis petits meeple screen print du plus bel effet, avec des tuiles qui sont aussi double face, je crois, avec des cartes qui sont pas vilaines. Je crois qu'il y a pas mal d'IA, d'ailleurs ici on a un petit paragraphe sur l'utilisation de l'IA, mais il me semble que l'auteur, qui je crois est aussi le mec derrière la direction artistique, on va dire, pas l'artiste, mais la direction artistique du jeu, a modifier, je crois, ce que l'IA lui a proposé pour en faire un truc plus original, qui n'est pas, comment dirais-je, sujet aux critiques qu'on émet généralement à propos de l'IA, qui est du vol un petit peu d'artistes véritables, par exemple. C'est ça. C'est un autre sujet. Quoi qu'il en soit, donc une map qui va être hautement modulable d'une partie à l'autre, des factions asymétriques, la construction, de l'amélioration de plateaux personnels, on va bâtir des camps bien sûr, on va attaquer nos adversaires, on va utiliser différents atouts propres à telle ou telle faction, on a des éléments de la map qui vont être amenés à être modifiés également, etc. etc. Voilà, je ne vais pas passer trop de temps là-dessus, pour la simple et bonne raison, comme je l'évoquais tout à l'heure en début d'intervention, ici, voilà, notre cher et tendre Nyx en a fait une vidéo de présentation d'une quinzaine de minutes qui vous expliquera bien mieux que je ne pourrais le faire dans ce segment de vidéo, ce que vous pourriez attendre de Northania. Voilà donc pour ce jeu avec 140 contributeurs, 19 jours avant la fin de la campagne. Alléluia, Cosmos Empires est de retour. Ce jeu beau comme un cul de babouin, après avoir fait 2 passages je crois sur Kickstarter et maintenant sur GameFound avec une extension, preuve s'il en faut que le jeu avait terriblement bien marché. Pas tellement en réalité sur Kickstarter, parce qu'on était aux alentours de 100-200 contributeurs je crois, et pourtant ils nous reviennent sur GameFound cette fois-ci avec une extension intitulée Culture Clash,
pour ce jeu de engine building de 2 à 8 joueurs avec un poisson de l'espace absolument dégueulasse et une extension qui met en avant un alien qui ne l'est pas moins. 67 backers, près de 3000 $ australiens engrangés 19 jours avant la fin de la campagne. C'est toujours pour des parties relativement courtes de 25 minutes, très très court pour le coup, 2 à 8 joueurs. Et donc je disais tout à l'heure, hein, compétitif, engine building, pas forcément très joli, mais bon, quand on regarde de près, c'est pas non plus si vilain que ça, soyons honnêtes. Voilà, pour le reste, hein, je vous l'ai dit rapidement, hein, c'est une extension, donc vous pouvez bien évidemment aussi prendre la boîte de base si vous aviez manqué, si vous avez l'outrecuidance de ne pas avoir backé la première campagne, bien évidemment, hein, je vous excuse tout de suite, puisque moi-même, hein, je ne l'ai pas backé, hein, loin de là, j'ai éloigné mon doigt de la souris, et d'ailleurs toute la main, tout le bras, tout le corps de la souris, quand je traitais cette campagne à l'époque, dans le menu crowdfunding, parce que vraiment c'est visuellement un truc qui m'attire pas du tout. Voilà, du coup, je vais passer assez rapidement sur Cosmos Empires, d'autant plus que j'arrive même pas à trouver les différents niveaux de pledge, donc on va aller directement ici. 35 pour le combo, donc jeu de base plus extension. Si vous voulez juste l'extension, c'est 15, et en plus, c'est même pas des dollars américains, c'est des dollars australiens, donc c'est encore plus faible que ça, donc c'est vraiment un jeu qui est relativement abordable. Donc c'est vrai que, même si visuellement, il vend pas du rêve, hein, soyons tout à fait honnêtes, au moins il a le mérite d'être très abordable. Ceci dit, depuis l'Australie, le shipping va peut-être être un petit peu salé, puisque Rest of the World, on est à 25 $ pour un jeu qui est quasiment au même prix. C'est quand même un petit peu dommageable pour le jeu de devoir payer le même prix pour le jeu de base lui-même que pour l'envoi. Mais bon, que voulez-vous, ça ce sont les aléas du fret international. 67 backers, 19 jours avant la fin de la campagne pour Cosmos Empires. Ça aussi, c'est pas la première fois qu'on le voit sur Kickstarter, même si c'est un nouvel épisode de la fameuse série des Vessels, les puzzles visuels avec des mystères, des petites histoires comment dirais-je, à revenir à défricher, à venir élucider au cours de la réalisation du puzzle et surtout après avoir terminé le puzzle. On est sur l'épisode Zombies cette fois-ci, vous vous en rappelez peut-être, hein, ils ont fait quand même pas mal d'épisodes, je crois que ça en sont à 8 ou 9 maintenant, d'ailleurs c'est écrit, voilà, 9 ici, donc c'est déjà le 9e épisode, mais ils avaient été d'abord connus pour le Magicien d'Oz, c'était peut-être pas le premier épisode d'ailleurs, et auparavant ils avaient aussi fait des jeux de société d'ailleurs avec Silverwood Grove qui était plutôt très joli en plus, ensuite Get to the Checkpoint, et puis par la suite ils ont fait essentiellement des Vessels quand même, ils en avaient déjà fait avant me semble-t-il, voilà le premier c'était ici. Puis ensuite ils étaient revenus avec, je crois qu'il y avait Noël, il y avait Neverland, donc Peter Pan, il y avait Alice au Pays des Merveilles, le Magicien d'Oz ici, le jour avant Noël, Winnie l'ourson, Witches and Wizards, et puis maintenant donc Zombies, mais donc ça reprend globalement la formule habituelle, un puzzle qu'on va faire en famille bien évidemment, et à partir de là, quand le puzzle est terminé, eh bien on va essayer de résoudre des énigmes, de trouver réponse à certaines questions qui nous seront posées dans une sorte de petit fascicule. Voilà, il y a plein de petits détails pour aller explorer l'univers du Vessels et en résoudre les différentes énigmes. Donc voilà, c'est plutôt charmant. À faire en famille, ça peut être très sympatoche. D'ailleurs, dites-moi si vous êtes amateur de puzzle, je suis pas du tout connaisseur, j'en ai déjà fait quelques-uns avec ma femme, j'aime bien, l'expérience était assez sympatoche, mais c'est pas un truc pour lequel je serais très familier, je n'y connais pas grand-chose. Sachez que ce sont des puzzles pour 1000 pièces, donc potentiellement un petit peu long quand même. 768 contributeurs pour l'instant pour l'épisode de Zombies, 24 jours avant la fin de la campagne, 30 000 € d'engrangés pour l'instant. On enchaîne avec un projet français chez Ulule, il s'agit de Bacchus, le jeu d'alcool des dieux. Donc voilà, on va parler d'alcool, on va peut-être potentiellement s'émécher un petit peu en même temps, hein, histoire d'être thématiquement, comment dirais-je, raccord, hein, voilà. 3705 € pour l'instant, c'est un jeu qui a été lancé le 1er avril dernier, donc il y a déjà 5 jours au moment où je m'enregistre, il reste encore 25 jours avant la fin de la campagne, on est à 71 contributions, ce qui est pas ridicule, le seuil de financement par contre est à 10 000 €, ce qui sur Ulule est pas rien, hein, c'est quand même une somme assez conséquente, on est actuellement à un peu moins de 4 000 €, donc va falloir quand même booster un petit peu ça, mais bon, il reste quand même suffisamment de temps éventuellement pour y aller. Comme à l'accoutumée dans les projets Ulule, j'en parle très brièvement, puisque bien sûr sur Ulule, toute la page est en français, donc vous n'avez pas tellement besoin de moi pour en apprendre plus, mais comme vous le voyez, il y aura des, comment dirais-je,
sorte de petite allusion à des éléments de la culture, de la pop culture, on va dire, francophone, avec ici Obélix, on reconnaît Obélix, un Romain qui est en très mauvaise posture. Par contre, c'est beaucoup moins bon enfant que Obélix et Astérix, Astérix Obélix plutôt, puisque là, bon, clairement, c'est un petit peu sanguinolent, hein. On voit que le mec va pas se relever en bon état, d'ailleurs il va pas se relever tout court, hein, ça, voilà. Donc sachez-le, il y aura quelques éléments visuellement pas forcément friendly pour les enfants, disons, hein, pour le public du plus jeune âge, c'est pas forcément un jeu à présenter. Et après, il y a pas mal de petits traits d'humour, hein, comme ici Hepatix le druide, Cagoule Fashion, etc. Bon, oui, donc sachez-le, c'est plutôt pour un public averti, un petit peu adulte. Voilà, Astérix n'est pas non plus très joli, voilà. Une petite allusion à Django Unchained avec DiCaprio, le célèbre mème qui a émané de ce film. L'arme des rageux. Bref, préparez-vous à picoler. Il y aura aussi des éléments qui ne seront pas avec une mosaïque ici, donc voilà, sachez-le, c'est quand même plutôt pour des adultes. Pour ce qui est des niveaux de pledge, juste rapidement, le jeu lui-même, le jeu seul, ça coûte combien ce truc? Ici, c'est 19€, donc c'est quand même relativement abordable. Vous pouvez aussi déloxifier un petit peu avec un décapsuleur par exemple, ou un étui en cuir pour le jeu, et ainsi de suite. Voilà donc pour Bacchus, jeu d'alcool stratégique, actuellement en campagne sur Ulule. On parlait tout à l'heure de Run Right en print and play moche comme un cul de babouin. Là, non. C'est juste très austère. Hein. Est-ce que ça vient d'Allemagne? Ça va être le running gag de la soirée. Non, c'est pas allemand, c'est américain. Ça nous vient de Paper Mage Games, dont c'est le premier projet sur Kickstarter. Et donc il lance un print and play pour 1 à 8 joueurs, qui est une sorte de RPG roguelike, avec pour l'instant 140 contributeurs pour un premier projet, c'est pas mal, 1400€ d'engrangés, 26 jours avant la fin de la campagne, pour un jeu en sandbox, hein, vous faites à peu près ce que vous voulez. Alors bien sûr, il y a des jets de dés qui vont permettre de choisir tel ou tel type d'action, tel ou tel type d'orientation dans cet univers RPG, mais vous êtes assez libre de vos mouvements dans cet univers un petit peu médiéval fantastique, on va dire. Même si, encore une fois, vous voyez, hein, la thématique ici a été assez peu présente visuellement parlant, hein, on a des châteaux par-ci par-là, des montagnes, des plaines bien évidemment, mais pour le reste, hein, c'est un roll and write relativement classique, qui doit pas être très long, ça doit être une demi-heure, pour 8 ans et plus, pour 1 à 8 joueurs, et j'ai essayé de ne pas oublier le petit drapeau français, parce qu'apparemment, oui, on aura potentiellement une traduction en PDF des règles en français, pour un jeu qui vous coûtera 4€, 9 $ plutôt 4$ ou 9$ si vous prenez ce pledge qui vous permettra d'avoir peut-être quelques maps supplémentaires, j'imagine, ou une sorte d'extension et ainsi de suite. On a aussi à 39$ un pledge The Legend of Hexdom Merchant's License. Qu'est-ce que c'est que ça? 300 maps uniques, d'accord. Là c'était déjà le cas pour le 9$. Ouais, c'est à partir de 9$. Donc quelle est la différence pour le 39? Ah oui d'accord, c'est juste une licence pour les boutiques en fait, qui vous permettent de vendre le produit ad vitam aeternam avec une licence, quoi, en gros. Ok, sorry Shrina, j'avais pas souvenir d'avoir vu un truc comme ça auparavant sur Kickstarter, mais pourquoi pas. 140 contributeurs pour Legend of Hexdom, 26 jours avant la fin de la campagne, disponible en français qui plus est. Alors je parlais d'un projet disponible en français juste avant, celui-ci a un titre en français mais n'est pas disponible en français, donc blasphème, donc forcément on a envie de leur foutre une grosse calotte derrière la nuque, hein, quand vous appelez votre jeu Bon Appétit, sans accent aigu déjà, et pas de version française, hein, vous méritez un coup de canif dans la jugulaire. 52 contributeurs, du coup voilà, les Français ont rage quit, 27 jours avant la fin de la campagne, ça devrait quand même pouvoir financer, hein, on va arrêter de pourrir le jeu sans aucune raison valable, il reste 700€ à aller chercher pour atteindre le seuil de financement, ça devrait pouvoir se faire. On est sur un jeu pour 2 à 5 joueurs de gestion de main avec des plis apparemment, si j'ai bien compris. C'est le premier projet de Richie Johnson, du coup il devait pas encore avoir la thune pour se faire une version francophone. C'est pour 20 minutes la partie, pour 2 à 5 joueurs, je crois que je l'ai déjà dit. On est sur un jeu qui a plutôt une belle direction artistique, un petit peu façon cartoon des années 50, et ça du coup j'aime bien, je trouve que thématiquement ça se marie plutôt bien, donc pourquoi pas. Après pour le reste, je l'ai déjà dit, on est sur un jeu de gestion de main, de cartes relativement classique, avec beaucoup de texte, donc attention, si vous n'êtes pas très amis de la langue de Shakespeare,
Pour rappel, il n'y a pas de version francophone, donc sachez-le, mais bon, ça doit pas être non plus si compliqué que ça. Je crois que c'est pour du 8 ans et plus, hein, je l'ai dit tout à l'heure, je crois. 14 ans et plus, ok, mais bon, ça c'est juste parce qu'ils n'ont pas fait la batterie de tests payants pour permettre leur jeu d'être 8 ans et plus, en gros, à mon avis. Hein. C'est pas un jeu expert du tout. Voilà, quoi qu'il en soit, le pledge est à 25$, oui c'est bien ça, 25$, donc 23€ pour les fichiers en PNP, plus la boîte en physique bien évidemment. 37$ si vous voulez accompagner ça de l'extension Seafood, donc on va dire fruits de mer en gros. Et on a même un pledge à 55$ pour avoir en plus l'extension Trickster que vous voyez ici. On a encore un pledge derrière à 75$, mais avec cette fois-ci une boîte magnétique, un petit peu plus classe pour ce qui est de l'ergonomie, de la facilité à sortir le jeu peut-être. Ensuite 90, là on commence à aller taper dans du pledge mécénat avec un t-shirt à l'effigie de Bon Appétit, toujours sans accent aigu. Et c'est à peu près tout ma foi. Il y a encore d'autres pledges derrière, mais là ça devient de moins en moins intéressant, de plus en plus pledge mécénat en tout cas. Pour le reste, je passe assez rapidement sur le how to play, hein, je l'ai dit, il y aura des tricks, donc des plis, il y aura aussi des cartes avec des pouvoirs un petit peu particuliers, un petit peu spéciaux, que vous pourrez aller enrichir avec les différentes extensions qui sont proposées durant la campagne. Voilà donc pour ce qui est de Bon Appétit avec l'accent anglais sans accent aigu, sans version francophone non plus. Scandale! On revient sur Ulule avec cette fois-ci Gobelins des Bois, le jeu d'affrontement familial qui dit Ulule, des présentations très rapides puisque tout est déjà en français, et celui-ci pour le coup est déjà financé avec 66 contributions, mais en même temps le seuil de financement était un peu plus léger que le précédent, avec 1000 € seulement, 31 jours avant la fin de la campagne pour un projet qui s'est lancé le 2 avril dernier, avec un jeu qui visuellement est plutôt séduisant, c'est pour 8 ans et plus, pour 15 minutes la partie, pour 2 à 4 joueurs. Voilà, vous allez partir en Angleterre, à Nottingham, où le roi, guidé par son avarice, décide de cacher sa fortune au fin fond de la forêt, mais c'était bien évidemment sans compter sur les gobelins et les brigands qui veulent s'en emparer. Hein, on repart sur quelque chose d'assez similaire aux légendes de Robin des Bois, mais peut-être sans Robin des Bois. Ah si, qui succédera au légendaire Robin des Bois? Donc Robin des Bois ne sera pas là, mais qui sera le successeur du héros de la forêt, en gros. Voilà, pour le reste, on est sur un jeu plutôt joli, de gestion de main encore une fois, hein, relativement classique de ce point de vue-là, mais ça a son charme, hein, visuellement c'est plutôt joli. Voilà. Pour le reste, je vous laisse découvrir ça par vous-même, puisque d'autant plus, hein, vous pouvez le tester d'ores et déjà sur BGA, hein, sur Board Game Arena, pour vous faire un petit peu la main et décider si c'est un jeu pour vous ou pas. Les contreparties, hein, 14 €, 21 €, 25 €, 32 €, ça dépend de ce que vous choisissez. Le jeu de base lui-même est à 14 €, donc vraiment très accessible. 21 €, ça vous donne accès à un ticket d'or, mais je sais pas trop bien à quoi il sert, j'ai pas cherché plus que ça. 2 copies pour 25 €, éventuellement une petite ristourne si vous faites des mini pledges groupés. Voilà donc pour ce qui est de Gobelins des Bois, je ne passe pas plus de temps que ça puisque c'est sur Ulule en français bien évidemment. 66 contributeurs, 31 jours, encore un mois avant la fin de la campagne pour Gobelins des Bois. Et on reste sur Ulule, 3 jeux sur Ulule la même semaine, c'est rare, qu'est-ce qui se passe dans la sphère francophone avec cette fois-ci Stratéos, avec un accent aigu sur le O et pas sur le E, et ça c'est rare. Et les origines de la mythologie. Stratégique, addictif et fun, écrase tes adversaires et devient le dieu de la stratégie, le Stratéos. Pour le coup, il faudra 4000 € pour financer, on est actuellement à 1578 €, mais bon, il reste 41 jours avant la fin de la campagne, donc on a encore un peu de temps devant nous. 26 contributeurs seulement, par contre, là, il y a un souci au niveau du calcul. 26 contributeurs, 1700, non, j'arrive pas à lire, 1500, pardon, euros, ça fait cher la contribution à l'unité quand même, soyons honnêtes. Bon, on verra ça. Quoi qu'il en soit, rapidement, c'est pour 8 ans et plus, pour 2 à 6 joueurs, pour 20 minutes la partie. Et encore une fois, on est sur un jeu qui visuellement est plutôt joli ma foi. Est-ce qu'il y a de l'IA pour ce qui est des illustrations? C'est quand même très joli je trouve. Je ne sais pas, j'ai pas cherché plus que ça, parce qu'encore une fois, hein, tout ce qui est Ulule, je check pas l'essentiel de la campagne parce que c'est en français, vous pouvez aller voir de vous-même. Je vous signale juste que ça existe et que c'est sur Ulule, en gros, c'est tout. Hein, voilà, je passe même sur le but du jeu, vraiment, jeu de cartes, gestion de main relativement classique de ce point de vue-là. J'ai l'impression qu'il n'y a pas grand-chose de vraiment très novateur, mais ça peut être tout à fait séduisant pour autant, hein, je ne sais pas. Mais par contre, je suis curieux de, comment dirais-je, des niveaux de pledge, parce que, ouais, il y a des pledges très hauts, ok, des pledges à 2000 €, à 1000 €, je vais pas regarder en détail, mais ouais, ça coûte quand même très cher, j'imagine que, ouais, jeu collector en édition limitée, d'accord, extension gratuite, ok, une grosse surprise,
Comment je vois, grosse surprise, j'ai toujours cette réminiscence ce duo comique slash chanteur américain en partenariat avec Justin Timberlake à l'époque. Si vous avez la référence, écrivez-moi le titre en commentaire. Il s'agit d'un élément physique dans une boîte. Voilà, ça vous dira peut-être quelque chose. Stratéos, c'est les origines de la mythologie. 1578 €, 26 jours avant la fin de la campagne. Non, 26 jours pas du tout, 41 jours avant la fin de la campagne. Et actuellement, 26 contributeurs qui ont mis quand même beaucoup d'argent sur le projet, qui pour autant, pour l'instant, n'est pas encore financé. C'était la dernière entrée de la semaine. On va pouvoir maintenant passer aux plats principaux. Premier plat principal de la semaine, c'est Millennium Blades Again. Et oui, parce que c'est le retour de Millennium Blades sur Kickstarter. C'est le projet de Level 99 Games, que vous connaissez entre autres pour ce fameux jeu complètement déjanté que nous avions présenté à l'époque sur la chaîne, à savoir Bullet, qui a eu plusieurs itérations, hein, puisque le jeu de base de Bullet commence à dater un petit peu. Il était arrivé après Millennium Blade, si mes souvenirs sont bons. C'était où? Oula, ici, voilà, Bullet, qui était là. Ce fameux shoot them up, like, on va dire. Mais avant ça, il s'était fait connaître pour Millennium Blades, ce jeu qui reproduit un petit peu les sensations d'un CCG, donc un jeu de cartes à collectionner, façon Yu-Gi-Oh! Un petit peu, mais sans en être véritablement un. Xavier l'a testé, moi j'ai pas eu cette chance pour l'instant, mais en tout cas on peut reconnaître que Level 99 Games, c'est un éditeur qui souvent propose des projets assez loufoques, à bien des niveaux, assez originaux, même si plus récemment ils ont fait des trucs un peu plus classique, on va dire, mais à l'origine, il y a quelques-uns de leurs jeux qui m'attiraient pas mal, comme Argent, voilà, Argent ici, The Consortium, qui a d'être assez particulier, assez unique. Je crois qu'il n'y a pas de VF, et du coup il est assez peu connu dans nos contrées, mais il a l'air d'être assez intéressant. Millennium Blade, j'aimerais beaucoup l'essayer. Exceed, qui est une sorte de Street Fighter en gros sans la licence, même si je me demande s'il n'y avait pas un épisode avec la licence à un moment donné, je sais plus. Ensuite, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Imperial, qui avait l'air d'être assez sympa aussi. Bullet, je l'ai testé, bon, très sympa mais pas pour moi. Ensuite, ils avaient proposé Dead by Daylight, donc licence de jeu vidéo bien évidemment. Pour le coup, moins fan, j'aimais pas du tout l'aspect visuel du jeu. Et il y a d'autres jeux du même genre qui me séduisaient plus, on va dire. Guilty Gear, qui est aussi un jeu vidéo à l'origine. Donc voilà, ils sont récemment plus sur des licences de jeux vidéo, mais là ils reviennent à leurs premiers amours avec Millennium Blades, avec en plus de nouvelles extensions. Pour rappel, c'est un jeu de cartes pour 1 à 6 joueurs, pour des parties de 2 heures et plus, donc ouais, un jeu assez conséquent, assez long, et pour l'instant, la campagne se passe plutôt pas mal, avec près de 1500 contributeurs, 19 jours avant la fin de la campagne, avec donc, je crois, 4 extensions, je crois, au cours de cette campagne, et vous avez aussi l'opportunité de mettre, bien sûr, la main sur tout ce qui est sorti jusqu'à maintenant, bien évidemment. Campagne assez marrante, il y a plein de petits traits d'humour un peu partout qui sont plutôt fun. Voilà, pour le reste, vous voyez la présence sur table de Millennium Blades, ça prend quand même pas mal de place. Hein, vous avez ici des rivières de cartes que vous pourrez chercher à obtenir. Vous pourrez améliorer votre deck de cartes au sein d'un jeu de cartes, on va dire. C'est très méta. Pour le coup, on pourra aussi échanger, se revendre des cartes entre nous. Il y aura aussi un aspect de tournoi, je crois. Hein, j'ai encore jamais joué, mais vous avez ici un petit how to play pour résumer brièvement comment ça se passe. Donc acheter, vendre, échanger des cartes avec les autres joueurs de la table ou avec le marché qui se trouve au centre, hein, les différentes rivières de cartes que l'on voit ici par exemple. Ensuite, on va essayer de faire des collections de sets de cartes en fonction des types de cartes du jeu, en fait, simplement, pour gagner encore plus de points de prestige. Ensuite, on va pouvoir aider nos amis autour de la table, parce que c'est un jeu compétitif, mais avec un aspect légèrement semi-coop, on va dire, pour échanger certaines cartes qui pourraient leur convenir en l'échange de points de victoire, par exemple. On va ensuite créer des decks de tournois pour faire concourir notre paquet avec celui des autres, par exemple. Et voici un petit peu ce à quoi ressemble l'archétype de la carte dans Millennium Blades, avec donc un score de... Enfin, un nombre d'étoiles qui signifie que la carte est plus ou moins puissante, rare, etc. Le degré de rareté est plutôt ici, le type de carte dont il s'agit, l'élément auquel il appartient, le pouvoir, les effets qu'il peut appliquer, et puis un petit peu de lore également.
et il y a masse de cartes, bien évidemment, vous en doutez, on est sur un jeu avec beaucoup de matos, et en plus avec des extensions qui viennent se rajouter par-dessus. Pour rappel, le jeu de base, vous avez 6 personnages jouables, y compris un personnage français, avec un nom pas du tout français, un Moray Cardman, chacun ayant leur propre spécificité, hein, plus du deck building, plus au niveau de l'achat, du duel, de la collection, de la revente, ou encore du contrôle du metagame. Donc chacun des personnages aura leur propre... j'arrive pas à parler, hein. Chacun des personnages aura sa propre spécificité, une sorte d'orientation de gameplay. Et à partir de là, donc vous allez choper des cartes, améliorer votre deck, échanger, etc. etc. Il y a énormément de cartes disponibles, et en plus de ça, on a aussi des extensions. Ici, vous avez Set Rotation, qui vous permet de jouer aussi au jeu en coop, avec 4 nouveaux personnages, et 4 boss également, que vous voyez ici. Et puis donc ça c'était déjà présent je crois dans les campagnes précédentes, mais on a aussi donc de nouvelles extensions avec Draw Power, avec quoi d'autre encore, enfin chaque extension ajoute masse de contenu bien évidemment, Decked Out avec encore 7 nouveaux personnages, avec des nouveaux boss également, bref, beaucoup de matos, énormément de cartes, le tout dans une big box si mes souvenirs sont, mais ça je suis plus très sûr, hein. J'ai passé sur la campagne quelques minutes il y a 3-4 jours et du coup j'ai un petit peu oublié certains points. Mais en gros, préparez-vous pour un jeu qui va coûter très cher si vous n'avez rien pour l'instant, parce que évidemment si vous voulez faire la collection totale, il va falloir quand même mettre la main au portefeuille. D'ailleurs rapidement, combien ça coûte? Le jeu de base, ça uniquement peut-être là c'est le jeu de base, avec également une sorte d'extension, deux petites extensions, à 88$ déjà, hein, rien que pour ça. Ensuite, New Expansion, donc uniquement les nouveautés, 89$. All Expansions, donc uniquement les extensions, sans le jeu de base, 120$. Gameplay Complete, donc tout le gameplay, 188$. Blades for Millennia Unlimited, donc c'est une édition collector avec la totale, plus de luxification, 275$. I've Got Blades for Millennia, c'est encore plus, 300$, donc je sais pas ce qu'il y a de plus, hein, j'ai pas checké la différence pour le coup, mais voilà, ça coûte très cher si vous décidez de prendre la totale, parce que vous n'aviez pour l'instant rien du tout. Plus bien sûr les frais de port, qui vont piquer un petit peu aussi si vous prenez le total bien sûr. Pour le Canada, 26 à 39$. Pour l'Europe, 17 à 23$, honnêtement, ça va, c'est pas si cher que ça. Et pour l'Asie, 20 à 36$ de frais de port pour Millennium Blades. Dites-moi si vous l'avez testé. Au pire, Xavier, si tu regardes la vidéo, n'hésite pas à y aller de ton petit commentaire également, parce que c'est vrai que c'est un jeu que j'aimerais bien tester à l'origine. C'est un thème complètement loufoque, très méta. Et je sais que Xavier a beaucoup apprécié son expérience sur le jeu. Donc pourquoi pas un petit retour de notre cher Xavier National s'il regarde la vidéo de son partenaire de toujours. 19 jours avant la fin de la campagne pour Millennium Blades, 1435 contributeurs. On va passer assez rapidement également sur Awkward Guests 2, The Berwick Cases, un jeu de déduction qui en est à son deuxième épisode, puisque il s'agit ici même pas d'une extension, c'est un stand-alone, mais qui partage un petit peu l'univers du premier. Awkward Guests que vous voyez ici, qui avait été d'abord annulé, puis ensuite qui avait connu un assez beau succès, si mes souvenirs sont bons. C'était quand d'ailleurs, ça remonte un petit peu, mais pas tant que ça. 2018, ouais, si, ça fait quand même près de 6 ans, hein, 5 ans et demi, que la deuxième campagne de Awkward... Non, oui, la deuxième campagne après l'annulation de la première avait eu lieu. Après une première annulation, ils avaient fait quand même 6000 contributeurs, et je sais pas si vous vous rendez compte, 6000 contributeurs il y a 6 ans, il n'y avait pas le même nombre de backers sur Kickstarter à l'époque, c'était un énorme score avec près de 300 000 € d'engrangés à l'époque, donc vraiment un gros score pour Awkward Guests. Je me souviens plus s'il avait été traduit en français pour le coup. Quoi qu'il en soit, ils avaient ensuite fait Scandalo, par les mêmes créateurs de Awkward Guests, qui avait plutôt bien marché aussi, mais pas au même niveau. Et donc ils nous reviennent avec à nouveau Awkward Guests, avec un second opus, qui partage un petit peu le même mécanisme de déduction, mais qui pour l'instant commence un petit peu plus calmement, on va dire, avec 1277 contributeurs, quand même, c'est pas rien, 25 jours avant la fin de la campagne, 37 000 € d'engrangés pour ce quatrième projet de Mega Carping Games qui nous vient d'Espagne et de Madrid. C'est toujours pour 2 joueurs, pour 12 ans et plus, pour des parties relativement courtes de 30 à 40 minutes, pour tous les amateurs de jeux de déduction, d'élucidation de crimes, etc. Donc en gros, qui a tué, pourquoi
et comment, en gros. Donc là, de ce point de vue-là, ça ressemble à du Cluedo, sauf que Awkward Guests a bien meilleure réputation finalement que Cluedo, même s'il y a d'autres jeux de déduction qui ont su se faire une place parmi le cœur des gamers, on va dire, autre que Cluedo, bien sûr, qui pour le coup reste un classique, mais a certainement été bien dépassé depuis. Alors je dis certainement parce que je ne suis pas du tout connaisseur de ce type de jeu-là. Du coup, je vais passer assez rapidement encore une fois parce que c'est un jeu qui m'est pas vraiment familier et j'ai pas checké plus que ça parce que moi, bon, jeu de déduction à la base c'est pas trop pour moi et en plus de ça, il n'y a pas de VF durant la campagne et ça c'est quand même un petit peu dommage. Ligne pledge, on a un pledge à 27€, un autre à 23, 30, 37 et puis, pof, 198 parce que c'est un pledge groupé en réalité avec 6 copies du jeu. Mais pour là, vous voyez que chacun des new pledge est en réalité pas si différent du précédent en termes financiers, en tout cas, hein, 23 à 37, les différences sont relativement légères, et vous voyez que l'apport l'est également, hein, le jeu de base seul, sinon on vient avec un petit companion book. Est-ce que c'est uniquement du lore, de l'artwork, etc. ou est-ce qu'il y a des éléments de gameplay? Je ne sais pas. Ensuite, dans le Clever Investigator, il y a 3€ de plus. Qu'est-ce que ça vient ajouter pour le coup? Bonne question, parce que... Ah non, ça c'est 48 heures, ok, c'est un Early Bird qui doit certainement plus être disponible, et ensuite ça passe à 30. Et ensuite à 37, on a donc le Awkward Secrets Companion Book, donc encore un livret supplémentaire. Voilà, c'est à peu près tout. Pour le reste, vous remarquerez aussi que la direction artistique est assez particulière, assez rétro aussi pour le coup, mais pas dénuée de charme non plus pour le coup. Pour ce qui est des frais de port, c'est relativement abordable pour l'Europe, parce que c'est un projet espagnol, donc 9€ de frais de port. Pour le Canada, la Norvège, la Suisse, c'est 12€. Pour le reste du monde, c'est 16€ de frais de port pour Awkward Guests. Voilà, ma foi, c'est après tout. Je passe très rapidement sur celui-ci, parce qu'encore une fois, j'ai pas trop fouillé la campagne. Les jeux de déduction et moi, bon, à part quelques rares exceptions, c'est pas trop mon kiff, quoi. 1277 contributeurs, 25 jours avant la fin de la campagne pour Awkward Guests. Et voici venir Guardian Geckos qui, vous le voyez, après quelques jours de campagne à peine, a pris son envol, hein, tel un petit oisillon qui quitte le nid. 530 contributeurs quand même, malgré, il faut bien le dire, une couverture à chier contre un paillasson. Hein, soyons tout à fait honnêtes, c'est moche, c'est moche. Enfin, c'est mignon, ça fait très naïf, je pense que c'est en partie voulu, mais quand même, c'est pas beau. Alors que, une fois sur la table, le jeu a plutôt une belle présence, c'est très coloré, c'est très chiadé, j'ai envie de dire, pourquoi pas. Mais la couve, c'est non. C'est non. Mais bon, en tout cas, il y a une VF, donc raison supplémentaire de se pencher sur ce 6e projet de Teen Robot Games qui nous vient du Canada. C'est un nom qui vous évoque peut-être quelque chose pour les plus fidèles de la chaîne, parce qu'on avait déjà parlé d'eux pour Cities of Venus et également Planting the Evidence, qui n'avait pas très bien marché par contre, mais Cities of Venus avait financé à l'époque, c'était pas un gros score, mais ça, voilà, 1330 contributeurs, c'était quand même pas si mal que ça. Un petit jeu qui a l'air relativement intéressant en plus pour le coup, mais que j'avais pas backé pour autant. Et là, ils nous reviennent avec un truc beaucoup plus familial, en tout cas d'apparence, hein, avec Guardian Geckos, 530 contributeurs, 25 jours avant la fin de la campagne, 25 000 € d'engrangés, c'est plutôt un très bon départ pour celui-ci. C'est un jeu de pose de tuiles, et pas que, hein, vous voyez bien qu'il y a aussi des petits jetons, des petits meeples, screen print délicieux à aller apposer sur les tuiles en question pour faire plein de combos en tout genre, mais fondamentalement on reste sur un jeu de placement de tuiles, mais également de geckos, d'insectes en tout genre dans un jardin. C'est pour 1 à 6 joueurs, pour 14 ans et plus, pour des parties relativement courtes, pour donc 15 à 40 minutes, la partie absolument ravissant que ces petits meeples qui m'hypnotisent. Si vous me voyez m'endormir devant mon écran, le menu va peut-être durer 4h50, mais vous aurez le plaisir de me voir pioncer devant l'écran. Non, on va quitter cet aspect de la campagne parce que j'ai déjà les yeux qui tournent un petit peu. Voici un petit peu les composants, les tuiles, essentiellement il n'y en a que 60, avec différents types, différents embranchements, un petit peu un aspect domino bien évidemment, vous pouvez l'imaginer, des cartes d'objectifs, ainsi que des objectifs cachés, hein, des objectifs communs et des objectifs cachés. Les petits meeples d'insectes screen print, donc plutôt joliment réalisés, mais surtout les geckos qui sont quand même très classe, très jolis. Ensuite, livret de règles très court, hein, très familier, encore une fois, hein, 8 pages de règles, donc c'est vraiment un jeu très abordable. Ils mettent en avant que l'intérieur de la boîte est aussi avec une impression
mais c'est toujours aussi moche que la couverture, donc bon, après tout, je vois pas très bien l'intérêt. Mais on a aussi même un tray, un insert plastique pour les différents composants, et ça c'est plutôt très cool. Est-ce que c'est de la qualité de Game Trays? Certainement pas, c'est pas aussi élaboré non plus, mais bon, en même temps, est-ce que c'est bien nécessaire? Pas forcément. Pour le reste, visuellement, je trouve que ça présente plutôt pas mal, il faut juste cacher cette boîte immonde, quoi, en gros. Voilà, pour le reste, le how to play, hein, brièvement, vous le voyez, il y a c'est facile à comprendre cet aspect domino. On va essayer de connecter certains types de terrains pour pouvoir y apposer des geckos, d'autres insectes en tout genre, pour espérer scorer un max de points en fonction des objectifs communs ou secrets. Voilà, relativement classique, je ne sais pas si ça va révolutionner quoi que ce soit dans ce type de jeu-là, mais bon, ça a l'air d'être relativement sympatoche malgré tout. Il y a aussi une peluche disponible hein, pour 15$, mais elle n'est pas beaucoup plus jolie que la couverture du jeu malheureusement. Il y a même un marqueur de premier joueur en métal, non c'est une sorte de pins, ouais c'est ça, à 7$, qui pour le coup est joli, mais ne sert à rien. En add-on, vous pouvez aussi mettre la main sur un autre jeu de l'éditeur, un Bunny Drops à 26$, qui lui aussi est pas très joli. Hein. Pour ce qui est des couves, ils sont pas très doués Teen Robot Games. Les pledges, on a le pledge de base à 45$ pour Garden Geckos, sinon on a le All-in Bundle avec Bunny Drops et la peluche de Garden Geckos, le tout pour 88$. Pour ce qui est des frais de port, est-ce que je vais vous les trouver? Pour l'instant, c'est pas garanti, voilà, je l'ai trouvé. France, 15$, 20$. Ok. Belgique, Canada, peut-être nos amis suisses quelque part aussi, bref, j'arrive pas à trouver. 20$ ou 25$, et pour le reste du monde, 30 à 35$ pour ce qui est donc de Garden Geckos et des frais de port du jeu en question. 528 contributeurs, c'est quand même pas mal du tout en fin de première semaine pour un petit projet avec une boîte aussi moche, 25 jours avant la fin de la campagne. Et du coup, c'est le dernier plat principal de la semaine. On va donc pouvoir passer maintenant aux 2 desserts. Quels sont-ils? Lesquels sont-ils? Vous me le direz en commentaire tout de suite. On y va. Le voici, le voilà, le gros projet de la semaine. Horror on the Orient Express, The Board Game. Et oui, ils ont plié Kickstarter, près de 8000 contributeurs en fin de première semaine. Tout se passe bien pour eux, hein. C'est une belle machine, hein. Ils ont fait le boulot, comme on dit. 13 jours avant la fin de la campagne, déjà 710 000 € d'engrangés pour le 8e projet de Chaosium Inc., qui nous vient de Ann Arbor, ça doit être aux États-Unis je crois. 8e projet pour un éditeur que je connais pourtant assez peu en réalité. Ils font pas mal de trucs dans l'univers de Cthulhu, j'ai l'impression, à Miskatonic University, Call of Cthulhu, ouais, c'est essentiellement du Lovecraft, pas que, on a aussi Can of Can's Family Game, et Red Thread of Fate, qui pour le coup, lui, n'avait pas financé. Mais là, ils nous reviennent donc avec ce 8e projet particulièrement ambitieux, puisque au-delà de reprendre encore une fois l'univers de Lovecraft avec des miniatures dans tous les sens, ils se sont aussi attachés les services d'auteurs qui étaient derrière Nemesis, Frostpunk ou encore Destinies. Donc on a une belle équipe créative derrière Call of Cthulhu, Horror on the Orient Express, donc Kwapinski et Goleblowski, je crois. Moi je lis pas très bien le polonais pour le coup, mais on est ici donc sur un jeu avec encore une fois l'univers de Lovecraft derrière, qui est une sorte d'adaptation en jeu de plateau d'un jeu de rôle à l'origine si mes souvenirs sont bons. On est ici sur un jeu assez lourd en matos également. C'est pour 1 à 4 joueurs en coop, attention, full coop, 14 ans et plus, pour des parties de 1h30, 2h environ, avec les règles en français, avec le matos en français, disponible également durant cette campagne. Et donc je l'ai dit tout à l'heure, un certain coop, un jeu dans lequel vous allez incarner bien sûr des investigateurs, comme dans beaucoup de jeux dans l'univers de Cthulhu bien évidemment, et vous allez tâcher de survivre dans un train maudit et hanté, et pour réussir à l'emporter, vous devrez bien sûr chasser, trouver, dénicher et chasser les différents cultistes qui peuplent le train pour les arrêter lorsqu'ils essayent d'invoquer au cours d'un rituel un grand ancien, bien évidemment que vous connaissez un petit peu l'univers de Lovecraft là-dessus, on reste en terrain connu. Vous allez chacun contrôler un personnage qui aura bien sûr ses propres spécificités asymétriques, des skills, des compétences particulières. Vous allez aussi acquérir de nouveaux items de ci de là pour aller enrichir votre personnage, le rendre plus puissant. Vous allez pouvoir parler aux différents passagers du train en essayant aussi
de leur permettre de garder leur santé mentale, leur salubrité mentale on va dire, parce que s'ils sont dans la folie, ils ne vous seront plus d'aucune aide. Vous pourrez essayer de découvrir différents types de, comment dirais-je, d'indices à travers le train pour au final réussir à sauver tout le monde. Le Why Back Now, alors c'est un des plus mauvais Why Back Now que j'ai vu ces derniers mois, mais bon, c'est pas les seuls à en faire. Déjà, Why Back Now, parce que c'est le nouveau jeu des auteurs de Nemesis, Frostpunk, Lords of Ragnarok et Destinies. Ben ouais, mais du coup, si on l'achète en boutique, il sera toujours le nouveau jeu des auteurs de Nemesis, Frostpunk, Lords of Ragnarok et Destinies. Ça change rien. Donc très mauvais argument. Get the game before anyone else. Moi, je fais partie des gens qui s'en foutent un petit peu de recevoir le jeu avant tout le monde, du moment que je le reçois. Bon. Ensuite, benefit from the heavily discounted price. Ça, oui, voilà. Là, il y a un gros discount, on va dire, sur le prix MSRP, donc le prix boutique. Mais à contrebalancer, bien sûr, avec les frais de port. Ça, c'est toujours un petit peu comme ça. Mais la différence est quand même assez marquée. Ensuite, receive the Investigators Unveiled expansion for free. Donc, une extension gratos. Bon, ça c'est toujours agréable en général. Perfect the game with us. Ouais, on y croit ou on n'y croit pas. Certains éditeurs respectent cette promesse, d'autres beaucoup moins. Mais bon, vous pouvez être partie prenante de la campagne, proposer des choses, participer entre guillemets à votre humble niveau à la création, la co-création du jeu. Vous pouvez aussi avoir une mini du train hanté exclusive à Kickstarter. Bon, faut voir si elle a une utilité véritable dans le gameplay ou pas. Quoi qu'il en soit, différents niveaux de pledge, bien sûr, le First Class Ticket, c'est en fait le pledge de base à 88$ pour mettre la main sur le jeu de base, plus l'extension Investigators Unveiled gratos. Ensuite, vous avez le VIP Passenger, 145$ pour la même chose, plus l'extension Consumed by the Void, donc encore plus de matos, encore plus de contenu gameplay pour le jeu, donc 145$. Ensuite, le How to Play, vous avez des vidéos qui vous permettent d'avoir un aperçu un peu plus concret, mais que en anglais malheureusement. Mais en gros, vous allez avoir donc un train composé de différents wagons, comme vous le voyez ici. Chacun des wagons va avoir une sorte de partie du train qui lui est attitrée, comme le salon, le wagon couchette, le restaurant, etc. Et ils auront aussi des compétences qui leur seront attribuées. Et ça, c'est super intéressant pour le coup, assez immersif en termes de matos également. Et puis aussi la petite roulette de vitesse du train, apparemment, qui va avoir son importance en tête de train. Donc encore une fois, en termes d'immersion, de qualité de matos, c'est plutôt sympatoche. Est-ce que le train rentre dans la boîte ou est-ce qu'il faut démonter à chaque fois? C'est un petit peu la question qu'on peut se poser aussi. Alors ensuite, Become an Investigator, donc vous allez incarner chacun un investigateur, un détective dans l'univers de Lovecraft. Bon, ils sont toujours un petit peu différents, mais bon, c'est un peu les mêmes archétypes. Ici, on a Bucky Burton, une sorte de pistolero en gros à la retraite. Lucy Linkold, qui est une preacher, donc une prêtresse, enfin une prêtresse, c'est pas exactement une bonne traduction, mais en gros, une fanatique religieuse, on va dire, quoi, en gros. Cedric Kempton, le petit millionnaire, qui du coup a une miniature qui ressemble pas du tout à l'illustration à côté. Il fait bien plus vieux sur sa miniature. Ensuite, Katharina Christoph, professeur de chimie. Bref, vous le voyez ici, ils auront chacun leur plateau avec leurs pouvoirs asymétriques, etc., etc. Ensuite, vous allez bien sûr, au cours de l'aventure, collecter différents items et sorts pour aller renforcer votre personnage et mieux lutter contre les démons qui peuplent le train. Vous allez ensuite chercher à trouver des indices pour définir la culpabilité ou non de tel ou tel personnage, est-ce qu'il s'agit d'un cultiste ou pas. Ici on a l'exemple de Zeynep Zaïm. On a aussi, je crois, un personnage avec un nom tellement suspect qu'il ne peut qu'être coupable. Hein. C'est voilà, Maria Mysterio, hein, clairement, tu te dis elle est forcément coupable. On a aussi un français, hein, Jean de Jopas, qui est psychologue. Voilà, donc vous avez 6 suspects différents qui eux aussi ont leur propre spécificité. Ensuite, Continue the Investigation, donc là c'est les cartes de quête, les cartes de feature, je sais pas très bien à quoi ça correspond ça pour le coup, les cartes de paragraphe, donc un petit peu d'aspect narratif aussi rapidement dedans. Ensuite on a bien sûr, hein, comme dans tout jeu de Lovecraft, des monstres en tout genre, ici le River, avec bien sûr toutes ces miniatures qui vont rajouter pas mal d'immersion et qui sont dégueulasses à souhait. Hein. On est quand même dans du Lovecraft, c'est pas pour rien, on a des miniatures bien dégueu. Ensuite, on a même un vampire ici d'ailleurs, avec son propre plateau.
Ensuite, on a ici les tokens de rituel, le petit plateau de rituel également. How to expect the unexpected, une fois que vous avez fait toutes vos, que vous avez planifié en gros toutes vos actions de votre tour, vous avez ensuite une phase de danger avec une pioche au sein d'un sac qui va bien sûr apporter un petit peu de chaos. Vous avez cet aspect de gestion du mental, de la santé mentale des passagers. Vous devrez essayer de les maintenir autant que possible dans un état à peu près contrôlable pour qu'ils puissent vous servir de témoins, entre autres. Sinon ça va mal se mettre, bien évidemment, vous vous en doutez, il y a même des petites meeples de cercueil, donc voilà, c'est pas très accueillant. Ensuite, le but ultime sera bien sûr de mener le train à bon port sans que tout le monde ne meure entre temps. Avec un tracker de tour qui est un train lui-même, ça c'est plutôt cool par contre, c'est assez immersif encore une fois. Ensuite, qu'y a-t-il dans l'extension gratos Investigators Unveiled? On aura 84 tuiles de compétences, on aura 6 mini-plateaux de personnages apparemment, 4 mini-plateaux de suspects, et puis des portraits de personnages. Bon, je sais pas très bien à quoi ça sert pour le coup. Ensuite, Consumed by the Void, l'autre extension qui pour le coup, elle, n'est pas gratuite, vient ajouter un nouveau détective, avec bien sûr son plateau double épaisseur également, et puis aussi de nouvelles tuiles de départ, avec ici on voit Paris sous la brume bien évidemment, ainsi qu'une énorme miniature bien dégueu encore une fois. Ensuite on a aussi plein de stretch goals qui vont notamment ajouter de nouveaux personnages tels que ici un TJ Talker. Voilà, ensuite on va pouvoir continuer directement par les frais de port. Je rappelle à nouveau que l'AVF est disponible durant la campagne. Je ne sais pas via qui, est-ce que l'éditeur est écrit quelque part ou non, ou est-ce que c'est eux-mêmes, Chaosium Inc., qui s'en occupe, je ne sais pas. Le shipping, disais-je, Canada 35,35, ok, Union Européenne 25,29, bon, vu la quantité de matos, ça reste à peu près abordable. Pour la Suisse, 40,53, ça commence à piquer un peu plus par contre. Et pour nous qui sommes au Japon, donc en Asie, 60-65 $ de frais de port, ça pique méchamment, hein, ça sent le tabasco dans le fondement. Voilà, ma foi, c'est à peu près tout ce que je peux vous dire concernant Horror on the Orient Express, le nouveau jeu de Kwapinski, donc Nemesis, Frostpunk, donc il y a quand même du bel ouvrage derrière, hein. Près de 8000 contributeurs avec 710 000 € d'engrangés pour l'instant, 13 jours avant la fin de la campagne. Et on termine ce menu crowdfunding du 7 avril 2024 avec Sleeping Gods Distant Skies, actuellement en campagne de localisation française sur Game on Tabletop. Et du coup, c'est un petit peu comme sur Ulule, j'ai pas tellement besoin de vous aider pour vous parler du projet, puisque sur Game on Tabletop, tout est déjà en français. Et ça, c'est beau. J'ai rien à foutre, c'est bien, c'est beau, je vais pouvoir me reposer. Quoi qu'il en soit, c'est la suite de Sleeping Gods, bien évidemment. Il y a des masses de vidéos dans la sphère francophone, qui plus est, qui ont pu tester Sleeping Gods, et puis également Distant Skies, ce qui n'est pas mon cas. Donc je vous renvoie vers toutes ces vidéos qui pourront vous en parler bien mieux que je ne pourrais le faire. Sachez que pour l'instant la campagne se passe très très bien, puisqu'on est déjà à 630 backers, ce qui pour une campagne uniquement centrée sur la version francophone est quand même un très très bon résultat. 80 000 € d'engrangés, 31 jours avant la fin de la campagne. C'est donc le nouveau jeu de Ryan Laukat, hein, de Red Raven Games. Hein, vous commencez à connaître un petit peu le personnage, c'est le mec qui fait tout, hein, le mec beaucoup trop talentueux, qui fait bien sûr le jeu lui-même, mais également tout l'artwork, hein, toute la direction artistique est assurée également par Ryan Laukat. C'est un jeu qui a 8.7 sur BGG avec 600 votes, 600 évaluations. C'est quand même assez conséquent, hein. Moi je prends pas trop en considération les évaluations quand il y en a moins de 100, 150, 600 votes à 8.7 de moyenne, c'est quand même une super évaluation. Mais de toute façon, Sleeping Gods, premier du nom, avait déjà une très bonne réputation, il n'y a pas de raison que celui-ci soit moins bon a priori, d'autant plus qu'il a dû améliorer encore un peu plus la formule. Et donc vous pouvez obtenir la version française de Sleeping Gods Distant Skies, ainsi que Primeval Peril, pas facile de prononcer ça, Primeval Peril, plus une figurine de bateau en métal pour les 1000 premiers all-in. Attention, pas les 1000 premiers backers, les 1000 premiers all-in. Si tant est qu'il y ait 1000 all-in à la fin de la campagne, mais peut-être. C'est donc toujours pour 1 à 4 joueurs en coop, comme c'était déjà le cas pour Sleeping Gods premier du nom, pour 13 ans et plus, pour des parties de 60 à 600 minutes. En fait, c'est au total 600 minutes, avec un système de sauvegarde intégré qui vous permettra de reprendre là où vous êtes arrêté assez facilement.
idéal pour commencer les jeux narratifs à plusieurs ou en solo, des centaines de quêtes liées entre elles, et ça c'était déjà l'élément assez saillant du premier épisode. Un nouveau monde immense à explorer dans l'univers de Sleeping Gods, et puis pas besoin d'avoir joué au jeu original, il s'agit bien d'un standalone et non pas d'une extension. Enfin, si c'est une extension, mais c'est une extension standalone qui pourra être jouée sans avoir forcément joué au premier. Et je vous le disais, il y a beaucoup de contenu dans la sphère francophone autour de Distant Skies, donc bien sûr, allez voir les vidéos en question. Ici, on a par exemple le renard ludique, mais on a plein de vidéos qui vous présenteront le jeu, ce que vous pouvez en attendre, pardon. Voilà, en gros, hein, je laisse assez rapidement défiler parce que de toute façon, vous lisez le français aussi bien, si ce n'est mieux que moi, donc vous n'avez pas tellement besoin de ma contribution. Ici, on a encore aussi un monde de jeu qui en parle. Très belle présence sur table, comme à l'accoutumée, un livret à fascicules pour les différents, les différentes régions du monde que nous allons explorer. Chacun des joueurs avec son propre plateau, avec légère asymétrie, si mes souvenirs sont bons, entre chacun des personnages qui auront leur propre rôle au sein de l'équipage. Des cartes avec différents aspects narratifs également, donc tout ça est assez intéressant. J'aimerais beaucoup tester Sleeping Gods premier du nom ou Distant Skies. Je me demande si Sleeping Gods, Xavier ne l'a pas chez lui. Je crois qu'il l'a. Hein, je crois qu'il l'a joué en solo, mais n'a pas eu l'occasion de jouer à deux. J'aimerais bien jouer, parce qu'en plus, je crois que j'ai jamais joué jusqu'à ce jour à un jeu de Ryan Locat. Donc c'est un truc qui me manque un petit peu dans mon expérience de Ludovore. Hein, un petit jeu de Ryan Locat, ça se refuse pas. Donc j'aimerais bien essayer. Sachez aussi que durant la campagne, il y aura aussi le contenu additionnel de la version Deluxe, hein, les 4D de combat au lieu d'un seul, pour répartir ça entre les joueurs et éviter de se le passer au cours de la partie, les jetons d'énergie en métal au lieu du carton, la mini-extension Thunderstorm Isle, et puis 5 figurines de personnages au lieu d'une seule, et la montre à gousset en plastique, ainsi que l'avion dans sa version pré-peinte, et ça c'est plutôt cool également, même si les miniatures de personnages, elles, ne sont pas pré-peintes, et ça c'est un peu dommage. Thunderstorm Isle, donc la petite extension que vous voyez ici, qui sera aussi disponible bien sûr dans la campagne, et puis également Primeval Peril, Primeval Péril, nouvel épisode standalone dans le Wandering World également, donc c'est un jeu à part entière apparemment, encore une fois de standalone. Voilà, pour le reste, encore une fois, d'autres vidéos, hein. Vous avez masse de contenu là-dessus. Ici, c'est Entre-jeux qui vous en parle également, avec plein de petites... comment dirais-je, capture d'écran sur les différents créateurs de contenu qui ont parlé du jeu de manière dithyrambique, comme Pénélope. Hein, Distant Skies a appris des erreurs de Sleeping Gods, vraiment très cool. Jeu en carton dont j'ai regardé la vidéo récemment sur Sleeping Gods, justement, bien plus dynamique, bien plus efficace. Certains joueurs qui n'ont pas adhéré à la première approche pourraient trouver leur bonheur ici, ou encore Zeugma qui lui attribue un Zeugma d'or, et ainsi de suite, et Trigan, entre jeux, bref, plein de créateurs qui en ont tressé des louanges. Les contreparties, on a le pledge navigateur à 35 € pour Primeval Peril, donc, qui est une sorte de standalone un peu plus ramassé, on va dire. Le pledge aventurier pour Distant Skies, 89 €. Et puis ensuite Explorateur All-in, 119 €, donc pour les deux, hein, Distant Skies plus Primeval Peril, ou Primeval Péril, je sais pas si on est censé le prononcer en français pour le coup. Voilà, ensuite les frais de port pour la France, la Belgique, le Luxembourg c'est 10 €, pour la Suisse c'est 30 €, ça pique, pour le Canada c'est 35 €, ça pique aussi, et puis après bien sûr les dom-toms, bon là c'est encore pire, hein, 45, 55 €, faut vraiment le vouloir pour backer durant la campagne. Mais au moins la TVA est déjà incluse dans tous les montants présentés sur la page, et ça c'est déjà plutôt cool. Vous pouvez, je crois, aussi ajouter en add-on d'autres jeux. Oui, c'est le cas, hein. On voit ici Now or Never, les royaumes du passé, à moins 15% durant la campagne. C'est le seul jeu qu'on pourra backer en add-on. A priori, c'est ça. Et on vous dit que c'est pour patienter le temps de recevoir Distant Skies. Donc, à mon avis, si vous backez et que vous ajoutez Now or Never, vous pourriez le recevoir assez rapidement, j'ai l'impression. Voilà ma foi, c'est à peu près tout ce que je peux vous dire concernant la campagne de Distant Skies, de Sleeping Gods Distant Skies. Pour l'instant, donc 630 backers, près de 80 000 € d'engrangés. Très belle première semaine de campagne du côté de chez Game on Tabletop. Et ma foi, c'est tout pour le menu de cette semaine. Et pour ceux qui se posent la question, oui, la qualité de l'image n'a pas été améliorée alors que j'ai reçu ma caméra, pour la simple et bonne raison que il faut que je m'achète un câble HDMI pour l'utiliser comme webcam. Donc voilà, ça attendra encore une semaine ou deux, je suis pas pressé
pas mal de choses à faire en ce moment, donc je sais pas quand je trouverai le temps d'en acheter un, mais incessamment sous peu. Et de toute façon, il y a d'autres vidéos que je vais essayer de faire, donc pas en webcam, mais vraiment devant la ludothèque, quoi, en gros, pour pouvoir justement utiliser cette caméra à bon escient. Du coup, je vous remercie encore une fois, hein, comme chaque semaine, de m'avoir suivi pour cette heure environ, je pense une heure, peut-être un peu plus d'une heure, de vidéo, et puis on se retrouve très prochainement sur la chaîne, que ce soit pour le menu crowdfunding ou pour une autre vidéo. Il y a même Xavier qui va faire une vidéo solo bientôt, sur un prototype que je vous l'annonce tout de go, moi j'ai pas aimé du tout, mais lui il a décidé d'en faire une vidéo seul pour le coup, donc voilà. Seul ou avec sa femme, je sais pas, on verra. Sur ce, eh bien, je vous dis à très bientôt, portez-vous bien, prenez soin de vous et de vos proches surtout, jouez bien, et puis à la prochaine.